Les fondateurs du Norrois, Céline Fortin et René Bonenfant, ont légué en 2018 leur fonds d'archives personnels au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC. Pour mettre en valeur ce fonds, est née l'idée d'une série balado qui retracerait la tradition d'écriture inaugurée par la maison d'édition en 1971, tout en rendant compte des forces vives qui la caractérisent aujourd'hui. Avec un titre qui fait écho à la devise de la maison, la série Le Norrois le souffle toujours se répartit en 4 épisodes consacrés à l'héritage des femmes, à la traduction, aux essais et aux livres d'art. Le spectre des sujets abordés permettant de poser un regard renouvelé sur cette maison, surtout connue pour ses ouvrages de poésie, elle qui a pourtant contribué plus largement à la culture québécoise. Sur le modèle d'amitié et d'échange instauré par les fondateurs du Norrois, les épisodes sont structurés autour d'une formule dialogique afin que les intervenantes et les intervenants s'autorisent d'un rapport aussi libre que senti quant au sujet dont ils nous entretiennent. Nous faisons le pari que la fluidité des échanges reflétera le caractère singulier de l'écriture telle qu'elle se pratique au Norrois. L'animation de chaque épisode de Le Norrois le souffle toujours est assurée par Mélissa Labonté, qui est co-directrice littéraire des éditions du Norrois depuis 2021. Pour l'assister à l'animation, Paul Bélanger, qui fut directeur littéraire du Norrois de 1991 à 2021. Bonjour, bienvenue à cet épisode de Le Norrois le souffle toujours, dans lequel nous parlerons des essais dans le catalogue du Norrois. C'est plus d'une 50aine de titres qui se réunissent sous la bannière de la collection Chemin de traverse, qui convie poètes et artistes à approfondir une réflexion sur la création, la poésie ou l'art. Par cette collection, le genre de l'essai poétique crée une rencontre entre l'écriture et la pensée de l'écriture, le poème et la pensée du poème. Nous entrons en quelque sorte dans l'atelier. En miroir ou plutôt au prolongement d'une pratique artistique, la forme de l'essai propose une quête, une exploration, un jeu d'hybridité parfois et certainement un désir. Et ici, je cite Paul Chanel-Malenfant dans son essai D'un genre l'autre paru en 2015, un désir écrivant de s'adresser d'abord et avant tout à la langue et d'observer en écrivant ce qui se passe dans l'écriture. Cette plongée dans les archives du Norrois nous permettra sans doute de mieux observer l'importance de l'essai dans l'aventure du poème au Norrois et les différentes formes qu'il peut prendre entre les mains de poètes. Pour parler de ce sujet avec moi aujourd'hui, j'accueille des poètes essayistes, des intimes de notre collection Chemin de traverse. Antoine Boisclair est poète, critique, essayiste et enseignant de littérature au Collège Jean de Brébeuf. Son premier livre était un essai, L'École du regard, poésie et peinture chez Saint-Denis Garneau, Roland Giguère et Robert Melançon, paru chez Fidesz en 2009, récipiendaire du prix Gabriel Leroy. Son premier recueil, Le bruissement des possibles, paru au Norrois en 2011, a remporté le prix Alain Grandbois. Après Solastalgie en 2019, il nous est revenu en 2021 avec un recueil d'essais, un poème au milieu du bruit, Lecture silencieuse. Antoine, bonjour. Bonjour, Mélissa. Merci pour l'invitation. Ça fait tellement plaisir. Ma deuxième invitée, Gabrielle Jasson-Dulude, est poète, enseignante de littérature au Cégep du Vieux-Montréal et doctorante de l'UQAM en recherche-création. Elle poursuit actuellement des recherches postdoctorales à l'Université Laval. Sa thèse, intitulée « Entre les murs des voix » en compagnie des essayistes, est particulièrement porteuse pour notre discussion d'aujourd'hui, car elle avance que pour réfléchir les spécificités de l'essai, il faut avant tout en faire l'expérience. Chose qu'elle a fait au Norrois avec Les Chants du Mime en compagnie d'Étienne Decroux, paru en 2017 et réédité en 2022, lauréat prix Contre-jour, prix Spirale Éva Legrand et finaliste au prix du gouverneur général. Gabrielle, bonjour. Bonjour, Mélissa. Et finalement, et non le moindre, mon co-animateur, Paul Bélanger. Paul, bonjour. Oui, bonjour. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, comme nous faisons l'exercice de remonter dans le temps, d'agiter la poussière dans les archives du Norrois, j'aimerais vous demander quelle a été votre première rencontre, qu'elle soit littéraire, éditoriale, personnelle, donc votre première rencontre avec le Norrois. Je commencerai, Antoine. C'est une très bonne question. En ce qui me concerne, j'ai découvert le catalogue du Norrois vers la fin des années 90, je dirais. J'étais étudiant à l'université à cette époque. Mes lectures de poésie, c'était essentiellement Gaston Miron, Saint-Denis Garneau. Je découvrais la poésie française contemporaine.
l'image que je me faisais de la poésie québécoise était surtout, associée à la poésie du pays. D'une part, la poésie de l'Hexagone. Et bon, je commençais à découvrir aussi les expériences formalistes des années 70. Et là, le Norrois m'a fait découvrir une poésie qu'on a qualifiée d'intimiste, un peu différente. Donc, ma première découverte, moi, ça a été Moment fragile de Jacques Brault. C'est pas très original, mais c'est un livre le livre majeur, sans doute, dans l'histoire du Norrois, un des livres importants. Ensuite, il y a eu Marie Huguet, Autoportrait. Donc, ça me faisait découvrir une manière d'écrire qui était ni idéologique, ni formaliste. C'était quelque chose d'autre, une poésie plus... une poésie qui faisait le pari du sens, donc on n'était pas dans l'exploration formelle, mais qui en même temps développait une forme de lyrisme qui n'était pas celui de l'éloquence de la poésie des années 70 ou 60, poésie plus nationaliste. Donc, c'était une façon de maintenir le lyrisme dans un cadre un peu plus, je dirais, plus prudent. Donc, ça a été une rencontre majeure pour moi, le catalogue du Norrois. Ça m'a fait découvrir une autre manière d'écrire. C'est pas pour rien que j'ai soumis mon premier manuscrit à Paul à l'époque, parce que pour moi, ça correspondait à ce que je voulais faire aussi. Oui, avec le bruissement des possibles en 2011, c'est bien ça? 2011, oui. Ouais. Donc, Paul, c'est toi qui as accompagné Antoine dans son tout premier recueil? Accompagner, c'est un des plaisirs de l'éditeur de découvrir tout à coup quelque chose qui nous porte, qui nous appelle. Le manuscrit d'Antoine est arrivé. On a eu quelques conversations, mais franchement, c'était déjà... C'était presque là. Antoine a fait, par son libre arbitre, le travail de finition, comme on dit. Mais le projet était fantastique déjà. C'était une belle voix j'avais entendu parler d'Antoine. Tu avais publié en revue, à Contre-jour notamment. J'avais lu tes textes dans Contre-jour et tout. Donc, j'étais déjà intéressé. Donc, ton premier livre, l'essai paru chez Fides, c'était j'imagine... Ça, c'était une thèse de doctorat remaniée, il faut bien l'admettre. Là. Donc, le mot « essai » est peut-être un peu, je ne sais pas si ça correspond tout à fait à la définition que je me ferais aujourd'hui de l'essai. On pourrait en parler avec Gabriel tantôt, mais c'était plus une thèse remaniée, on va dire ça comme ça. Moi, je dirais que mon dernier livre, là, Un poème au milieu du bruit, correspond plus à ce que j'entends par essai. Oui, donc, voilà. Ça a été d'ailleurs publié, là, ma thèse remaniée, dans une collection qui était consacrée justement aux thèses remaniées. Donc, oui, il y avait... j'ai triché un petit peu là, en parlant d'essai. Bien, parlant de thèse sur l'essai, Gabriel, bien, je continue aussi dans la question. Toi, ton premier livre au Norrois, c'était un recueil de poésie, mais c'est vraiment l'essai qui a pris un peu le dessus dans ta pratique artistique. Je ne sais pas si c'est pour toujours, mais dans les dernières années, l'essai a pris beaucoup de place dans la thèse. Et je dirais aussi que ma thèse, finalement, n'était pas une thèse sur l'essai, c'était un essai. Mm-hmm. C'était une ambition méthodologique. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller là, dans la forme essayistique dans le cadre d'une thèse. Et dans ma réécriture de cette thèse-là, j'enlève en fait absolument tout ce qui peut rester d'une thèse. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment un essai. Et déjà, dans la thèse, il y avait peut-être, en fait, ce que j'enlève le plus en ce moment, c'est l'appareil de citation. Donc, c'est comme j'avais pas beaucoup d'éléments d'autorité dans le cadre de ma thèse parce que je pouvais pas beaucoup me reposer sur la forme de la thèse sur laquelle on se repose quand on fait une thèse. Donc, ce que j'avais comme autorité, c'était en partie les citations. Et j'ai beaucoup réfléchi justement à ces questions-là d'autorité, l'autorité de la forme, parce que le cadre d'une thèse, je pense qu'il y a beaucoup de ça, là. On montre qu'on est capable de reproduire cette forme-là dans ce cadre-là, dans ce système-là. Et moi, je voulais voir, c'est quoi l'essentiel dans ce cadre-là. Ça a été beaucoup justement de réflexion sur jusqu'où je peux aller. Et un jour, j'étais à une soutenance de thèse d'une amie
Et une femme, ça, bon, je l'ai gardé là, pour la réflexion dans le livre, une femme qui est, une critique estimée, chevronnée, qui dit, bon, là, bien sûr, un essai, c'est pas une thèse. Donc, la phrase tombe, puis là, je me dis, OK, mais moi, c'est ça que je veux faire. Que je vais... Fait qu'il y a vraiment ce rapport-là constamment à des autorités qui me disent, c'est pas ça, mais pourquoi c'est pas ça? Ça a été ça, constamment, ma question. En fait, c'est une grande question, qu'est-ce que l'essai? Parce que je parlais d'hybridité en ouverture. On dirait que dans le mot essai, il y a l'idée de la tentative, il y a l'idée de l'échec, presque de l'épreuve du langage. On ne sait jamais finalement où ça va nous mener à quelque part. Mais je reviens à la question de base. Toi, Gabrielle, ta première... Ta première rencontre avec le catalogue du Norois, est-ce que ça s'est fait par l'essai ou dans la poésie plus particulièrement? Honnêtement, je pense que je me souviens pas du tout. C'est une grande question. Ce que j'ai lu en premier, j'en ai aucune idée. Mais j'avais envie de vous parler de Frapper l'image de Martin Boisseau, qui a été un essai important. Et je me suis étonnée de voir la date 2013. Il est arrivé après la fin de mon mémoire. Moi, je pensais que j'avais travaillé avec ce livre-là déjà dans mon mémoire. Donc, mais il m'est resté là, depuis ce temps-là dans la thèse. Il est très présent. Et c'est un livre aussi, je pense que je pensais qu'il était venu du temps de mon mémoire parce que c'est René Lapierre qui me l'avait conseillé à ce moment-là. Donc, j'avais déjà fini, j'avais déjà déposé et il m'avait... tendu ce livre-là. Et Patrick Lafontaine aussi, quand je suis rentrée au Norois, on m'a donné ce livre-là. Donc, ça faisait 2 fois qu'il me... il y avait une insistance. Oui, il y avait... C'est ça. On voulait que je le lise. On parle de Frapper l'image de Martin Boisseau, c'est ça? Oui, c'est Frapper l'image de Martin Boisseau, qui est c'est un travail... C'est quelqu'un qui a un travail visuel et qui, bon, dans ce livre-là, il met des mines, en fait, entre 2 feuilles et les frappe avec un marteau, éventuellement avec une masse. Donc, c'est comme si le geste devenait de plus en plus violent ou de plus en plus fort. Et il recueille ce qui se passe là, dans l'image. Il recueille... puis il y a vraiment cette idée-là de recueillir ce qui s'est passé après l'accident, qu'est-ce qui en reste. Juste une parenthèse, c'est que j'avais vu l'exposition à la galerie... on oublie son nom, c'est pas grave. Simon Blais. Non, Graff, à la galerie Graff, merci. Et il y avait ça, il y avait les mines, et puis il y avait des carnets qui étaient dans des petites cases, puis j'ouvrais les carnets, et je me disais, c'est une réflexion intéressante. Et évidemment, la collection existait déjà quand j'ai vu l'expo. Puis je me disais, je propose à Martin de réunir de ces carnets-là. Puis il ne l'avait pas fait dans cette idée-là, mais franchement, je trouvais son dialogue avec ces mines de crayon extrêmement fragiles puis extrêmement bâties. D'ailleurs, on a fait une vidéo à la fin où il détruit la sculpture, en quelque sorte. Et de fil en aiguille, il est arrivé avec le manuscrit, et puis on s'est assis ensemble avec Patrick, et puis on a discuté de tout ça, et puis ça a donné ça. Et puis c'était le premier livre, ou le deuxième, je crois, dans le petit format de la collection Chemin de traverse. On voulait des essais brefs, qui font le tour d'une question rapidement, puis on va y revenir plus tard. Parce qu'on peut parler vraiment d'un livre d'artiste, d'un livre, je pense qu'il nomme lui-même un livre-jeu. Oui. Toi, Gabrielle, qu'est-ce qui... parce que j'ai l'impression qu'il y a comme eu un choc de découvrir un nouveau type d'essai, peut-être? Ou... c'est les essais à propos de l'art aussi qui m'intéressaient. Ça, c'est sûr, j'avais déjà cette démarche-là d'écrire les liens entre la poésie et le mime. Donc, déjà, j'avais beaucoup d'intérêt là, pour ce type d'essai. Il y a quelque chose aussi dans l'écriture, dans la voix, qui est dans la matérialité aussi, qui m'intéressait beaucoup. Il dit, par exemple... qui va pour moi dans le sens de l'essai. Là. Phrase inaugurale ou pas, pauvre ou pas, je veux fabriquer du texte en forme de plaque de glace. Je veux des coins, des angles, de la transparence fracturée en écho. Je veux que ça craque
que ça grince. Je veux de la grossièreté et de l'extrême finesse simultanément. Ben oui. Ben oui. Oui, oui. Mais pour moi, dans l'essai, il y a aussi ça, vraiment ce jeu de rallier. Un peu tout de soi, différents tons, différentes voix, je m'intéresse beaucoup à ça, là, cette façon d'emporter tout, en fait, dans l'essai. Donc, de rallier, d'une part, la pensée intellectuelle, l'expérience, les sensations, mais encore aussi les tons. De plus en plus, j'ai envie vraiment de tout mélanger, là. Donc, ça me parlait beaucoup. Mais d'ailleurs, Paul, peux-tu nous parler de la genèse de cette collection Chemin de traverse au Noroît? Je crois qu'elle a été créée avec ton arrivée, en quelque sorte, Oui. dans les années 90. Oui, quand on a pris le Noroît, Hélène et moi, il était clair qu'on voulait faire plusieurs collections, dont une collection d'essais, justement, pour permettre à défaire un petit peu le cliché qui est que la poésie ne pense pas. Moi, je pense qu'au contraire, la poésie et la pensée sont des phénomènes qui sont très, très, très rapprochés, parfois chez certains poètes qui se confondent. Ce matin, on en a une démonstration encore des poètes qui sont en réflexion également pour des choses encore plus larges que simplement la poésie, mais dont l'enjeu central reste la poésie accordée au poème. Donc, c'est un petit peu l'idée. Et mon fantasme personnel à l'égard de cette collection, c'était à partir d'une série de petits textes qui étaient parus dans Voix et Images, de Jacques Brault, qu'il avait intitulé « Essai miniature ». Et j'avais appelé Jacques et je lui avais dit « Jacques, il me semble que ça serait intéressant de rassembler ces essais miniatures et d'en faire quelque chose. » Et il m'avait dit « Ah, laisse-moi penser à ça. » Et quelques années plus tard, il nous arrive avec « Au fond du jardin », qui est un livre, à mon sens, majeur dans son travail, en ceci qui a l'air de parler de d'autres écrivains, mais en filigrane, il y a toujours l'écrivain de l'intime qui est un genre d'autobiographie, finalement. Et c'est un livre qui a porté, quand on avait fait les 40 ans du Noroît en 2011, tous les panélistes qui étaient invités à parler du Noroît avaient tous ce livre entre les mains. Donc, j'imagine qu'il représente quelque chose dans l'histoire du Noroît. Et c'était ça, c'était de permettre... Le premier livre qu'on avait fait, c'était Écrire en atelier ou ailleurs, de Jean-Noël Pontbriand, un essai autour de l'enseignement de la création et de sa pratique personnelle de poète, un livre qui est épuisé maintenant. Et par la suite, comme d'habitude, on est à l'affût de ce qui nous arrivait. Donc, ça a été Fernand Ouellette. On a repris 2 titres. Ça a été une collection qui m'a donné beaucoup de joie et qui me continue à me donner beaucoup de joie, ne serait-ce que les 2 essais de Gabriel et d'Antoine qui sont parus, qui sont des essais formidables autour de la poésie, de la création et des enjeux qui sont liés à ça aussi dans notre réflexion profonde du monde. Avant de plonger dans vos essais respectifs, Antoine et Gabriel, là, on parlait de Jacques Brault. Je crois qu'Antoine, dans La nuit du poème de Jacques Brault, est un essai qui a été quand même important dans ton cheminement d'écriture. Parce que je pose la question... quel essai du Noroît vous paraît incontournable? Oui, c'est une très grande question. Puis, Au fond du jardin de Jacques Brault aussi a été pour moi une lecture marquante. Dans La nuit du poème de Brault aussi, c'est une petite plaquette publiée dans une collection qui porte pas de nom, à mon avis. C'était la petite collection. Notre idée avec ces livres, on voulait pas rajouter une collection à la collection, donc c'était le petit format de Chemin de traverse. C'est-à-dire un peu comme l'idée, c'était comme un que sais-je, ou se rapprochant, une lecture qu'on peut faire rapidement et qui fait le tour d'une question rapidement. Et La nuit du poème était dans cette aune-là. Oui. Ouais. C'est un livre assez particulier hein, dans l'ensemble de l'œuvre de Brault. En fait, c'est un livre un peu plus, là je parle du livre Dans la nuit du poème, avec une tonalité un peu plus savante. Je dirais, Jacques Brault emploie un langage pas universitaire, donc, mais quand même assez érudit. Il s'intéresse beaucoup aux formes, donc il se pose la question abyssale, c'est quoi un poème? Et évidemment, il ne parvient pas à y répondre, et c'est tant mieux. Oui. Mais il y a quand même quelques balises, notamment la question du vers.
qu'il retrouve aussi dans la prose. Donc, on peut écrire la poésie en prose, évidemment, mais il laisse entendre que le vers se glisse partout, même dans la prose, et que le rythme, par extension, serait un signe distinctif de la poésie. À partir du moment où il y a un travail sur le rythme, on pourrait parler d'un poème. Donc, c'est une grande question. Et ce qui me frappe dans cet essai aussi, c'est l'importance accordée à la question de la fabrication du poème. Donc, peut-être juste, je vais dévier un petit peu du sujet, mais je vais y revenir. Ce qui me semble important dans la collection Chemin de traverse, c'est cette métaphore de l'atelier dont tu as parlé, Mélissa. Paul aussi, tu as publié un livre qui s'appelle « Dans l'atelier de Pablo », hein, Le plus qu'incertain. Mais l'atelier de Pablo. T'as oublié tes livres, Paul. Ah oui, l'atelier de Pablo. Excusez-moi. Je connais mieux l'œuvre de Paul que Paul lui-même. Tout ça pour dire que la métaphore de l'atelier est importante dans cette collection et ça nous ramène à l'aspect un peu artisanal. Le Chemin de traverse, c'est un lieu où on peut réfléchir à l'écriture, à notre conception d'écriture, d'un point de vue très concret. Les essais qui m'interpellent souvent ne perdent pas de vue le poème. C'est facile de s'égarer dans des réflexions sur la poésie parfois et ça peut devenir passionnant, mais on peut dire tout et son contraire à propos de la poésie. Donc, moi, j'accorde quand même une certaine importance à la citation, au texte. Et en ce sens, l'essai de Robert Melançon, qui s'appelle « Exercice de désœuvrement », était très important pour moi. Je vais en citer un passage parce que il évoque le travail de l'artisanat, justement. C'est un livre qui est constitué de fragments. Ça a été publié en 2003, Exercice de désœuvrement. Ça m'a beaucoup marqué à l'époque parce que j'y retrouvais là des réflexions très concrètes sur la poésie, sur la fabrication du poème. Je travaille en artisan, écrit Robert Melançon, à chaque poème, ou plutôt simultanément, à tous ceux que j'ai commencés. Ils attendent des retouches dans des dossiers sur des disquettes. Voilà, ça a été écrit à l'époque où il y avait des disquettes. Chaque fois que j'en reprends un, j'ai l'impression de tout recommencer, comme si rien n'avait été fait. C'est plus difficile. Le naturel se gagne contre le déferlement des clichés qu'on porte en soi, au milieu desquels il faut se frayer un passage qu'il faut déblayer. Ils renaissent comme les têtes de l'hydre. Les trouvailles qu'on a pu faire deviennent à leur tour des obstacles. On doit se méfier du tour de main qu'on a fini par acquérir, qui peut se réduire à quelques tics. Ce qu'on a déjà écrit pèse, et ses préférences, ses lectures, le désir d'écrire autrement autre chose. Il faut se dégager de cette gangue, un écrit dont on n'a pas encore vraiment idée. Il s'agit de tout autre chose que de réviser, resserrer, ajouter, retrancher, déplacer, remplacer, raturer, tant que les phrases tolèrent de bouger, jusqu'à ce qu'apparaisse quelque chose qui n'a plus de rapport avec ce que je croyais chercher. Donc, Jacques Brault et Robert Melançon ont en commun, à mon avis, de considérer la poésie comme une forme d'artisanat. Donc, L'Artisan, c'est le titre d'un recueil de Brault, d'ailleurs. Mais sans nécessairement oublier qu'il y a une part de hasard. L'écriture d'un poème, c'est pas juste du travail. On le sait tous. On fait des trouvailles sans qu'on s'y attende. Et ce que j'aime dans ces essais, c'est qu'on laisse cette part obscure au poème, c'est-à-dire qu'il y a de l'imprévisible. Il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas dans la création, mais en même temps, il ne faut pas oublier, c'est un paradoxe un peu en apparence, mais ça n'en est peut-être pas un. Il ne faut pas oublier qu'il y a un travail derrière le poème. Ce n'est pas juste une question d'inspiration, de visite des muses. Il y a un travail d'artisanat, de retouche, qui n'est pas incompatible avec la question du hasard, à mon avis. Donc voilà, donc moi, c'est ce qui m'avait interpellé là, d'abord dans ces essais. Mais je peux y voir que des échos avec Frapper l'image de Martin Boisseau, parce qu'on est complètement sur cette fine ligne entre le hasard et le retravail. Là, ici, on est dans l'atelier d'un artiste visuel qui, même dans le livre, on a cette œuvre créée par le hasard de la fragmentation. Oui. J'ai envie d'ajouter un petit passage et une petite réflexion. Bon, la question du hasard, oui, mais aussi le déplacement. Le déplacement de quelque chose au sein d'une discipline. Je vais vous lire un extrait. « Je me souviens que la porte de ma chambre était ouverte de seulement quelques centimètres et laissait entrer la lueur de la lampe du four qui nous servait de veilleuse. Ce faisceau orangé était atténué par les taches de cuisson sur la vitre de la porte du four. J'étais couchée sur le côté droit. Pendant que les autres discutaient et riaient dans la pièce voisine, je pleurais.
et je regardais cette lueur orangée. Au cœur de mes larmes, engourdie par l'effet somnifère de mes pleurs, j'ai très lentement fermé les yeux. Pendant cette lente fermeture, j'ai vu un ballet de formes abstraites et colorées, des arabesques orangées qui dansaient en tremblotant dans mes larmes, un véritable kaléidoscope organique. Mes larmes, mes cils et cette lueur orangée fabriquaient la chose. Donc, et là, il continue à dire qu'il s'est amusé à jouer avec cet effet-là qui était créé par la lumière, les cils et les pleurs, et il finit par dire c'était beau, ça m'a consolé. Et moi, ce passage-là, je le trouve très, très beau. Je le mets en lien avec cette idée-là d'Alain Arnaud dans Les hasards de la voix, quand il dit « Quand la voix arrive à se complaire dans ce souffrir, alors naît le style. » Et donc, c'est ça, cette idée-là d'un déplacement, d'une réappropriation de quelque chose par l'art. Bon, ouais. Style dont il faut se méfier. C'est ce qu'il laisse entendre, non? Ben, dans le double, je dirais... Est-ce que c'est un danger, le style? Je comprends que ça peut l'être, mais dans ce cas-là, c'était plutôt l'idée de la forme. Oui, en fait, l'idée que, par exemple, le blues naît de la complainte et que sans la complainte, le blues n'existe pas. Ouais. Et que à force de justement de se complaire dans cette souffrance-là, on en vient à un déplacement. Donc, c'est un peu cette idée-là là, dans le jeu avec ces formes qui apparaissent. Et là, on se met à aimer les formes et à être bien dans dans cet état-là. Oui. Mais pour compléter un peu ce que vous disiez, je pense que dans l'essai aussi, il y a du hasard. Il y a du hasard et la forme exige une écriture. Donc, c'était l'idée de permettre tout à coup à l'exploration de l'écriture d'un poète ou d'un écrivain d'aller dans cette matière de l'essai, d'essayer quelque chose, une avancée quelle qu'elle soit, et de trouver cette forme-là pour se dire, ou bien ça reste un carnet qui est plutôt une forme très libre, mais l'essai, à un moment donné, appelle, comme disait Adorno, appelle une formation qui fait que c'est l'enjeu même de l'essai de s'articuler dans une voix et dans un style, avec toutes les nuances qu'on peut faire autour de ces deux mots-là. Est-ce que vous me permettez de citer un autre passage? Ben oui, allons-y. Puisqu'on parle de hasard, là, je tombe par hasard, plus ou moins, sur un autre passage d'exercice de désœuvrement qui, je le rappelle, est écrit en fragments. On peut tout au plus espérer le miracle d'un poème. On ne peut pas le prévoir et encore moins s'installer à sa table en se proposant de le fabriquer. Dans le mot fabrication, il y a toute la tradition de la poétique d'Aristote, l'art de fabriquer quelque chose, ça revient à l'artisanat, justement. On s'occupe d'autre chose, on compte les syllabes, les accents, on déplace des mots qui sont les mêmes que dans la conversation, on dispose des allusions, on soupèse un adverbe, on ajuste la ponctuation, on modifie les temps verbaux. Quelque chose se produit ou non, et c'est presque toujours non. Il faut alors mettre son travail à la corbeille sans aucun regret. On a fait des gammes. Rarement, on cueille quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. On le signe parce que c'est l'usage, non parce qu'on s'en croit l'auteur. Donc là, le hasard est poussé à son extrême. Finalement, il remet en question la notion même d'auteur. Est-ce qu'on écrit vraiment? Est-ce qu'on est vraiment les auteurs de nos propres poèmes? Il entre tellement de facteurs externes dans l'écriture d'un poème que finalement, on en arrive à une sorte de dépersonnalisation, ce qui ne veut pas dire que Robert Melancon va dans le sens de la mort de l'auteur, là, tel que Roland Barthes l'avait formulé, là, pas du tout. Mais il y a une forme d'humilité là-dedans. Hein. C'est parce que non seulement le poème exige du travail, de la patience, des retouches, mais aussi c'est une manière de se dire, il y a quelque chose qui me dépasse dans l'acte de création, il y a quelque chose qui parle à ma place. On peut appeler ça l'inconscient, les discours qui circulent, peu importe les lectures qu'on fait, mais on n'est pas maître de ce qu'on fait. Et Robert Melancon, d'ailleurs, en parle souvent. Et il en veut beaucoup à ce qu'on appelle la figure du poète, un maître de lui qui s'affiche comme l'auteur de ce qu'il fait. Donc, cette humilité me plaît bien. Je trouve qu'elle est importante. C'est sûr qu'elle rappelle le fameux jeu est un autre de Rimbaud. Oui. Tu peux... qu'on a conceptualisé dans la poésie, mais dans l'essai, je trouve ça intéressant parce que
j'ai l'impression que l'essai appelle à une figure d'autorité dans la parole, d'une posture, à quelque part de l'idée du fait, qu'on retrouve peut-être plus dans des essais plus scientifiques ou justement universitaires. Mais ça me rappelle, Gabriel, tu parlais de justement se débarrasser de cet appareil d'autorité quand on entre dans l'essai. Donc, cette distinction entre la thèse et l'essai dont tu parlais... Elles sont vraiment complexes, ces questions-là d'autorité. Je pense pas qu'on se débarrasse. Je pense qu'on fabrique son autorité. Je pense qu'on a toujours une autorité. Donc, il n'y a pas de... J'y crois pas, en tout cas. Cette idée-là qu'on est dans l'humilité complète. Même cette humilité... c'est-à-dire, bon, c'est une belle chose, mais même cette humilité-là est une forme d'autorité. C'est une façon de se dire, en fait, de se présenter aux autres. Et donc, il y a une posture. Une posture, oui. Et dans la posture, il y a aussi des allégeances, il y a des on se reconnaît dans une certaine posture. Et bon, c'est ça. Donc, je pense qu'en fait, moi, je me débat beaucoup avec ces questions-là d'autorité. Et autant je fabrique la mienne aussi. Là, à chaque fois qu'on écrit, on se présente d'une certaine façon. Mais bon, c'est ça, c'est de les réfléchir, en fait. Et c'est je trouve ça important aussi d'en être consciente de toutes les situations dans lesquelles on a une autorité pour ne pas en abuser aussi. Je trouve qu'il n'y a pas de contradiction pour moi entre l'autorité et l'humilité. C'est-à-dire, pour moi, c'est juste ça que ça veut dire, autorité, auteur, acte de présence publique, si on veut, puisque c'est ça, un livre et un auteur. Pour moi, il n'y a pas de contradiction entre l'autorité, mais sinon, j'entends autorité comme pouvoir. Et pour moi, quand je pense à l'autorité d'un auteur, c'est pas tant en termes de pouvoir qu'en termes, sinon, de pouvoir sur son propre travail, dans l'humilité de l'acte lui-même. Je pense que j'apporterai une petite nuance. Je pense que de l'autorité au pouvoir, il y a toujours un possible glissement. Et pour vous dire un peu le fond de ma pensée là, sur ces idées-là, je me suis intéressée on parle beaucoup de cette posture d'humilité dans le texte et je pense qu'elle est fondamentale et importante. Mais d'un autre côté, il y a les gens qui ressentent le besoin de se faire apparaître comme personne, comme identité. Et je pense que des fois, on oublie que c'est nécessaire, en fait, pour certaines personnes d'apparaître parce qu'elles n'ont pas forcément cette place au départ. Tu veux dire, je vais prendre l'exemple de Martin, par exemple. Martin ne pensait pas écrire quelque chose avec ses carnets. C'était un accompagnement de son travail en atelier, dans l'expo, peu qui rappelait un peu le travail de l'atelier. Et le fait moi, je voulais lui permettre, en quelque sorte, d'aller dans une autorité d'écrivain, c'est-à-dire qu'il assume complètement ce qu'il a dans ses carnets et d'en faire acte public. En fait, je parlais plutôt, par exemple, il y a Preciado qui dit les gens qui n'ont pas d'espace ont besoin souvent d'avoir recours, par exemple, à l'autofiction pour se faire exister dans un espace. Je pense pas que Martin Boisseau est du tout dans ce type de revendication d'une place. Comment dire, à un certain moment, je me suis rendu compte, d'abord qu'il y avait peu de femmes dans l'essai. Donc, dans les, disons, 50, 60 dernières années, que les femmes, à certains moments, étaient exclues d'anthologie parce que, la personne qui faisait l'anthologie expliquait parce que, les voix féministes étaient exclues parce qu'elles étaient considérées comme trop dans l'idéologie. Et là, pour moi, il y a vraiment un problème là, parce que la création, pour ces voix-là, disons, de la marge, peut passer par le fait de se donner une place. Elle est possible dans la mesure où cette place-là existe. Donc, c'est ça, en fait, pour moi, le petit angle mort ou ce que j'essaie de cerner, là, c'est que, cette humilité-là, elle est très belle,
elle est importante, cette humilité de l'écriture, du texte qui, fait son propre travail. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il est plus facile de sortir de soi-même quand on a déjà un espace à soi. Il est là pour moi, l'enjeu. Ben, j'aimerais peut-être revenir vers votre propre pratique. J'ai l'impression que le jeu devient un peu ce lieu de conflit, même dans l'écriture, même dans... il se remet en question, il est fluide dans l'écriture. À vous entendre, j'ai l'impression que c'est ce jeu-là de l'essai qui devient un peu un noyau, quelque part, dans l'écriture, contrairement peut-être à la poésie, où il y a le jeu peut disparaître, peut emprunter d'autres voies. Ici, dans l'essai, on doit assumer ce jeu-là. On écrit à partir du jeu. Et je redirigerai la discussion vers votre propre pratique d'essai. Bien, je commencerai avec Antoine. Peut-être nous parler de cet essai paru en 21. Un poème au milieu du bruit, lecture silencieuse. Moi, j'avais comme objectif de lire des poèmes. C'est-à-dire d'offrir des lectures de poèmes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je cherchais un ancrage dans le texte. J'aime parler de la poésie lorsqu'on cite des poèmes pour pas trop me perdre là, dans des considérations abstraites. Et je me suis posé la question du jeu, effectivement, à plusieurs reprises, Mélissa, parce que je voulais pas non plus écrire des textes universitaires ou des commentaires de textes trop scolaires. Donc, il y avait un équilibre à trouver que je crois avoir trouvé dans certains essais, pas partout. Quand je me relis, je me dis peut-être que dans certains essais, je vais trop dans un sens que plutôt T'es sévère. Oui, merci. C'est l'humilité, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Non, mais sérieusement, est-ce que je m'efface devant les textes ou est-ce que je m'implique? C'est la question que je me suis posée. Donc, j'ai voulu trouver une sorte d'équilibre entre les deux. Donc, parfois, oui, effectivement, j'évoque ma propre expérience et je vais, si vous me permettez, citer un passage pour appuyer ce que je suis en train de dire. Et ça va me permettre de revenir aux questions qu'on a abordées tout à l'heure. Donc, je vais vous lire le début d'un essai que j'ai consacré à un poème de Philippe Jacotet. J'y vais. À tort ou à raison, quelques années consacrées à l'écriture ont fini par me convaincre que le travail du poète en quête du mot juste ressemble à celui de l'archer zen aux yeux bandés. Ce n'est qu'à l'aide d'un mélange d'expérience et d'intuition, de technique et de chance, que ces flèches atteignent leur cible. L'issue de la lutte de l'homme pour le mot juste, pour reprendre les mots de François Jacquemin, repose peut-être autant sur le hasard, celui que Mallarmé et Valéry ont voulu combattre, que sur la patience acharnée de l'écrivain, sur son métier, au sens artisanal du mot, ou sur ses habiletés développées au fil du temps. Donc là, j'avoue ma dette envers les auteurs que j'ai cités tout à l'heure. Je parle d'artisanat, de hasard notamment. Donc là, je me suis appuyé sur une expérience concrète. Lorsque j'écris des poèmes, effectivement, j'ai l'impression d'être confronté à une espèce de hasard que je ne contrôle pas. En même temps, j'ai voulu laisser la place aux auteurs. Cet essai parle de Jacotet et cite Jacotet. Là, j'arrête ma lecture. Là, j'aurais pu la continuer, mais... donc, c'est ça. Je me suis posé la question constamment, est-ce que je laisse la place aux auteurs ou est-ce que je me mets en scène? Je crois qu'un essai est une sorte d'équilibre entre les deux. Je remarque là, dans les essais qu'on publie de plus en plus au Québec qu'on verse parfois dans l'autofiction de plus en plus. On se met en scène. Et là, on aborde un sujet, qui soit politique, littéraire ou artistique, mais qui est toujours ancré dans une expérience concrète. Alors, ça serait peut-être le mot clé là, de ce que je suis en train de dire, l'expérience. Un essai, ça témoigne d'une expérience à la fois personnelle, mais aussi une expérience de lecture. Donc, voilà. Mais toi-même, Gabrielle, avec les chants du mime... donc, on parle d'expérience. Ici, on parle vraiment d'une expérience que tu as vécue dans l'exploration de l'art du mime. Est-ce que tu peux nous parler? Je sais que tu as un autre livre entre les mains en ce moment, mais... En fait, je vais en parler, mais je vais faire un petit détour par Jacques Brault, Il n'y a plus de chemin. La page, en fait, le premier poème et le poème que j'ai choisi de mettre en exergue là, dans les chants du mime. Voici qu'on siffle un petit air, ancien de mal à l'âme, a-t-on idée d'avoir une âme, et qui a mal en plus, ou chante sans en avoir l'air, l'ombre de qui n'est plus.
Bon, pour moi, cette ombre de qui n'est plus est devenue Étienne Decroux dans Les Chants du Mime, qui chante sans en avoir l'air. Bon, c'est aussi en fait, toute cette... des questions de deuil. Derrière Les Chants du Mime, bon, il y avait toujours pour moi l'idée du chant du cygne. Il y avait la peur que le mime disparaisse. Il y avait la peur que toutes sortes de choses disparaissent. Et dans ce livre-là, Il n'y a plus de chemin de Jacques Brault, bon, moi, j'ai trouvé ça, là, cette question de disparition, de tout ce qui se défait, s'effondre. Et donc, Il n'y a plus de chemin. Il commence son livre en disant à quoi bon continuer comme ça. Il paraît que lorsqu'on avance, l'horizon recule. Pourquoi ça me fait penser aux écrevisses? Ça me plaît aussi beaucoup, ce ludisme-là que je lis dans cet extrait, donc le jeu, que ça reste amusant, en fait. Que dans l'écriture, on est toujours dans la densité, la complexité, quelque chose, qu'on s'amuse, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait du jeu, qu'il y ait du jeu de la langue, mais qu'on joue à se surprendre soi-même aussi. Et j'ai travaillé aussi dans ce sens-là, dans Les Chants du Mime. C'est intéressant ce que tu as cherché. Il n'y a plus de chemin, qui est un livre de poèmes avec des extraits très ironiques autour de la société, de certains enjeux sociaux. Et l'air de ne pas parler d'une chose est un art que Jacques Brault possède très bien. Et par association, ça me fait penser à l'essai de Pedro Serrano qu'on a publié en 2021-2020, par choc, qui se passe. Il parle de son fils qui regarde des tortues, ça devient une métaphore de la poésie. Donc j'aime bien cette idée-là que tu amènes, que on s'avance dans quelque chose et tout à coup on va bifurquer, on ne sait pas pourquoi, mais on doit suivre la bifurcation et c'est aussi le propre de l'essai. Oui, et il y a aussi un personnage dans Il n'y a plus de chemin qui s'appelle Personne. Oui, oui. Et donc, il s'adresse à ce personne-là. Donc, cette idée de l'adresse, comme si peu importe à qui on s'adresse, l'important, c'est de s'adresser. C'est le personne de Paul Celan, peut-être? Oui. Et chercher à parler aussi à partir de rien. Ça m'intéressait beaucoup, à partir du vide, à partir du... Et puis, il y avait les dessins aussi. Moi, la première fois que je l'avais lu, c'était le dessin qui m'avait interpellé, parce que je trouvais qu'il y avait un mouvement, justement, vers la disparition, dans le dessin même. Donc, il y avait un corps, là, qui tenait complètement entre le poème ou les textes poétiques et le dessin comme tel. C'est un livre vraiment formidable. Là, on parle de la disparition. Je pense aussi à un silence qui me semble réunit vos deux œuvres, vos deux essais, quelque part, cette idée d'un silence radical, à quelque part, d'un ode au silence qui permet justement de rencontrer la poésie, de rencontrer la parole à quelque part. Et non, mais en pensant à cette rencontre aujourd'hui, je me suis dit, mais effectivement, dans vos deux œuvres, il y a cette question du silence et j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Peut-être, Gabrielle, j'ai l'impression que tu as un extrait là, devant les yeux. Oui, bien, j'ai devant les yeux, pour chercher la voix, les mimes la thèse. L'entrée est aussi l'espace blanc qui précède le vers. Donc oui, on est dans le silence de la page, le gouffre autour du poème, ce dans quoi on retombe aussi en soi après la lecture d'un poème. Et pour chercher la voix, les mimes, la thèse, c'est aussi toute la voix qui s'inscrit dans le corps. C'est aussi cette idée-là du chant dans Les Chants du Mime. On chante quand on fait un exercice pour se souvenir du son de ce chant dans son corps. Donc, est-ce qu'on entend encore des traces du chant quand on ne chante plus, mais qu'on mime? Mais le silence devient, en quelque part, une expérience corporelle
Donc, l'expérience de la lecture est aussi liée complètement à cette posture dans le silence. Parce que là, je fais écho, Antoine, dans ton introduction, ta préface à ton essai, il y a cette revendication du silence. Oui, la métaphore du silence est vraiment centrale dans mon livre, effectivement. Ça s'appelle « Lecture silencieuse » et je pense que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il y a le silence auquel on est confronté en tant qu'écrivain. Pour le dire très platement, très simplement, lorsqu'on écrit, il arrive un moment où on est confronté à l'indicible, à ce qu'on ne peut pas exprimer, donc conséquemment au silence. Il n'y a rien de très original dans ce propos-là. Le mot silence aussi a un sens un peu plus large qui fait référence à la lecture silencieuse. Donc, c'est un essai qui essaie de mettre en valeur la lecture silencieuse, qui est une forme de recueillement. Qui va à l'encontre un petit peu là, du monde dans lequel on vit, qui est plutôt agité, bruyant. C'est ce que j'ai voulu dire, notamment dans cet avant-propos. Je peux en lire un petit extrait parce que je le dis très clairement au tout début, lorsque je fais une sorte d'historique de l'histoire de la lecture. C'est vers la fin du 4e siècle que les historiens situent généralement les origines de la lecture silencieuse en Occident. À Milan, l'évêque Ambroise convertit alors les plus impies grâce au don d'éloquence qu'un essaim d'abeilles lui a transmis. Ses chants liturgiques ont le goût du miel. Son verbe vibre. Lorsqu'il en a l'occasion, il aime cependant se retirer dans une pièce tranquille de son abbaye, loin des affaires courantes, pour se consacrer à un rituel étrange. Au lieu de lire son codex de papyrus à voix haute, comme il le fait habituellement en compagnie de ses disciples, il s'imprègne seul des Écritures et assimile les phrases sans remuer les lèvres. Ses yeux parcourent les pages et son intelligence en scrute le sens, remarque saint Augustin dans un passage des Confessions, mais sa voix et sa langue se reposent. À l'écart de l'agitation, saint Ambroise lit en silence. Par l'entrebâillement d'une porte, on peut le voir développer une nouvelle manière de faire corps avec le texte, de l'intérioriser, de se l'approprier. Il lit, seul et innombrable, pour mieux se retrouver. Une telle pratique deviendra plus fréquente au Moyen Âge. Il est fort probable qu'il ait eu cours avant. La lectio divina, que l'évêque de Milan semble avoir pratiquée individuellement, proviendrait dans les faits du judaïsme. Cette scène des confessions constitue à tout le moins un des premiers cas documentés de lecture silencieuse en Europe et comporte par le fait même un aspect inaugural. Elle nous rappelle que cette activité est relativement récente d'un point de vue historique et surtout qu'elle s'est développée dans un contexte religieux. Certes, on ne lit pas avec la même disposition d'esprit une prière et un poème. La lecture est au seuil de la vie spirituelle, précise Marcel Proust. Si elle peut nous y introduire, elle ne la constitue pas. Mais les deux exercices, la prière et la lecture de poèmes, donc, ont notamment en commun de favoriser le recueillement. Ils nécessitent une retraite, une solitude essentielle, pour parler comme Blanchot, qui prolonge en quelque sorte celle de l'auteur. Qui ouvre un livre ou allume l'écran de sa liseuse effectue un pas de côté, une mise à distance. Donc, je m'arrête ici. Pour moi, la lecture silencieuse est une forme de recueillement qui a peut-être une connotation un peu spirituelle. Et c'est une expérience solitaire qui, exige une forme d'empathie et une forme d'écoute qu'on ne retrouve pas nécessairement dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des performances ou les lectures publiques, qui sont très à la mode et qui ont leur raison d'être. Là, je le précise, là, c'est pas un essai qui s'oppose aux lectures publiques, mais je crois qu'on devrait mettre en valeur un petit peu plus la lecture silencieuse et peut-être que le système littéraire ou bien le monde littéraire dans lequel on vit peut-être ne le favorise pas beaucoup en ce moment. Donc, c'était un petit peu un aspect un peu plus éditorial là, dans mon essai. C'est ce que j'entendais aussi, taire le bruit autour pour accueillir la voix du poème. Oui, ça demande un recueillement. Et souvent, lorsqu'on assiste à une lecture publique, on est distrait par plusieurs choses. On peut assister à des excellentes lectures publiques. Moi, je me rappelle d'avoir écouté Gaston Miron quand j'étais très jeune aux Terrasses Saint-Sulpice. Ça m'a marqué énormément. Et ça imprègne ma lecture de Miron encore aujourd'hui. Mais en même temps, mes expériences poétiques les plus marquantes ont été faites dans le creux d'un sofa, seul.
Et ça ne veut pas dire que c'est une activité misanthrope asociale. Il y a une société là-dedans, une société secrète, une transaction secrète, comme dirait Jacques Cottet à la suite de Virginia Woolf. Et Pascal Quignard a travaillé beaucoup là-dessus, là, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais il y a une solitude partagée dans la lecture. Ça crée des communautés invisibles et qui ne sont pas nécessairement médiatisées. Hein. Absolument. Bien, ça rejoint totalement, j'ai l'impression, tout ce qui touche l'art du mime. Bien, Gabriel, peux-tu nous en parler davantage? Parce que je pense que c'est comme un art qui pour plusieurs personnes, est un peu étranger, dans le sens où je crois que ton essai nous permet vraiment d'aborder des questions qui touchent justement cette communauté invisible-là par le biais de l'expérience corporelle du silence. Oui, moi j'ai rencontré le mime, bon, comme je le dis dans le livre, à 14 ans, par l'art du clown. Donc j'ai commencé à faire du clown et je m'étais blessée aussi au zen. Je faisais du cirque et je voulais être artiste de cirque, moi, dans la vie, quand j'étais adolescente. Donc, c'est ça, j'étais blessée, mais je voulais pas perdre mon temps. Je voulais continuer à me former. Et là, il y a des cours de mime. Il y avait des affiches partout à l'époque. Donc, le mime, il avait quand même une certaine... en fait, une place là, dans l'espace social était un peu plus présent à l'époque. Donc, dans les cafés, on pouvait voir, dans le journal Voir, il y avait des annonces. Et là, bon, je vais m'inscrire et bon, je découvre quelque chose d'autre que le clown. Et ça m'a vraiment touchée, là, cet art-là, très jeune. Puis j'avais l'impression aussi de voir en quelque sorte le propager. Parce que, bon, l'idée qu'on s'en faisait, souvent, c'était pas celle que moi, je rencontrais dans les locaux. Donc, il y avait, bon, j'expliquais la différence entre mime et le pantomime. Pantomime, bon, l'imitation d'objets, le côté qui ressemble peut-être plus au film muet, souvent, et le mime de Decroux, qui était littéralement des poèmes mis en corps. Et bon, Étienne Decroux, qui était un lecteur de poésie aussi, ça, je l'ai retrouvé plus tard, mais là, j'ai beaucoup aimé ce mouvement-là, de me dire, OK, je retourne aux poèmes de corps qui, en fait, ont été issus de poèmes écrits. Donc, dans la pratique de Decroux, il y avait vraiment la poésie, là, à la base. Voilà, donc... C'était quoi la question au départ, le silence? Non, mais je rebondissais un peu sur cette question de silence qui équivaut pas à une solitude. Ah oui, oui. Une solitude ouais. partagée, comme disait Antoine, j'ai l'impression qu'on retrouve dans cet art-là. En fait, j'ai envie de revenir à la phrase de « Bon, quand la voix se complaît dans le souffrir, alors naît le style ». Il y avait, bon, ça, il y en est question un peu aussi dans le livre, cette difficulté de la parole pour l'adolescente que j'étais. Donc, cette difficulté de même cette peur du risque de la parole et la possibilité d'exister en silence dans le mime, mais de prendre parole autrement. Donc, cette espèce de déplacement-là, il est vraiment présent là, dans les chants du mime. Et donc, tranquillement aussi, ça m'amène à la poésie. Je me rends compte que une des choses que j'aime beaucoup de cet art-là, c'est justement cette espèce de déplacement-là, ces images-là. Je me souviens la fin d'une méditation de Decroux. Il y avait un texte aussi à cette figure-là. Souvent, il y avait des textes. Pas tout le temps, mais bon, ça arrivait. Et dans la méditation, ça se termine par « Tout ceci n'est que poussière d'étoiles ». Donc, et là, tu as le corps qui désintègre justement... Puis en même temps, Decroux parle de cris muets, l'espèce de... Oui. Je me souviens pas de la citation, mais là, je trouve ça intéressant parce que dans ton essai, il y a... C'est peut-être grossier ce que je veux dire, en gros traits, mais il y a presque une poétique du geste. Et cette poétique du geste, on peut la retrouver sous forme métaphorique, disons, dans le poème aussi. Donc, je trouvais qu'il y avait un lien très proche dans ton travail là-dessus. Oui. Et aussi une éthique du geste. Oui. Oui. Une politique même du geste. Oui, absolument. Une façon donc d'exister dans le corps et
d'être en relation aussi dans le corps. Mais Paul, permets-moi de te citer dans ton essai parce que ça rejoint complètement ce qu'on est en train de dire. Tu ouvres le plus qu'incertain avec cette phrase « Il y a en soi un point aphone, un temps de silence, sans quoi le poème ne vit pas. » Oui, je pense toujours la même chose. C'est-à-dire que on est pris avec ça. C'est-à-dire on est dans une quête de voix qu'on ne connaît pas. Il y a toutes sortes de choses qui nous traversent. On est beaucoup plus dans la voix des autres que dans sa propre voix quand on écrit d'abord, parce qu'on est d'abord et avant tout des lecteurs, des lectrices. Donc, toutes ces voix qui nous travaillent en nous font une espèce de bruit, de mouvement, dans lequel il y a plusieurs gestes qui se contredisent, qui sont contradictoires, mais en même temps qui nous forment comme êtres humains, c'est-à-dire qui nous constituent comme êtres humains avant même qu'on parle d'écriture. Mais ce point aphone-là, on pourrait aussi l'appeler le point aveugle, c'est-à-dire le point où j'ouvre le carnet sans savoir ce qui va arriver, un peu comme disait Antoine tantôt avec Robert Melançon, c'est-à-dire qu'on pose quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on va connaître peu à peu, à l'aveugle, en explorant dans nos cahiers. Et puis, à un moment donné, on espère que tout ça va prendre forme ou va aller dans une direction. Mais ça, c'est un travail de longue haleine, bien sûr. Donc, est-ce que, avant de rebondir vers toi, Antoine, est-ce que ce point aphone serait un peu la quête de l'essai au départ? Pour moi, ça va ensemble. C'est-à-dire que ce soit la différence entre l'essai et le poème, c'est peut-être ceci que dans l'essai, on a des objets qui sont extérieurs à nous, qui nous interpellent. Ça, c'est l'idée d'Adorno dans la forme, l'essai comme forme. On n'a pas à choisir le sujet nous a choisi. Donc, notre travail consiste à donner un espace où ce propos-là va exister dans son dialogue avec l'œuvre. Dans mes carnets, c'est un petit peu différent, mais c'est quand même là. C'est-à-dire, c'est toujours ça qui fait qu'à la fin, quelque chose existe ou existe moins. Antoine? Mais je me rappelle très bien d'avoir lu le début de l'essai de Paul que tu viens de citer, Mélissa, parce que je reprends le terme d'aphonie dans mon essai sur Louise Dupré. Si vous me permettez, la littérature essaie par des mots de créer l'état de manque de mots, a écrit Paul Valéry. Le poéticien Christian Doumet a poussé la réflexion plus loin au sujet de la poésie. Toute invention de la langue qui concourt à représenter l'aphonie de la langue décrit un poème. On pourrait résumer ainsi, avec tous les raccourcis auxquels ces formules invitent, l'ambition du symbolisme. Et Valéry le pressentait déjà, l'esprit critique de la postmodernité. Je pense que la distinction que Paul fait, elle est importante, c'est-à-dire que l'essai, quand même, s'appuie sur un objet. On cherche, c'est une pensée qui se cherche, un essai, il faut bien le dire. C'est ce qui différencie peut-être l'essai de la réflexion plus philosophique ou scolaire. Mais l'objet est beaucoup plus fuyant dans un poème, parce que là, on a affaire à des émotions qui sont indicibles, qui échappent vraiment au langage. On peut chercher, on peut être confronté au silence dans l'écriture d'un essai, bien entendu, mais il y a toujours un sujet. On a un horizon un peu plus défini, à mon avis. Donc, je pense que la question du silence se pose un peu plus dans la création d'un poème que dans un essai. Ce serait mon point de vue. Non, mais c'est intéressant. Oui. On a pris un moment de silence. Adorno parle aussi du théâtre et des coulisses de la vie intellectuelle qu'on élimine dans la pensée traditionnelle. Donc, de cette idée que tout ce qui mène à la phrase finie, on l'enlève. Donc, on coupe, on cache. Alors que dans l'essai, on garderait ces traces-là, donc la vie vécue, l'expérience, les hésitations, toutes sortes de choses. Évidemment, on réécrit, mais on réécrit autour de cette idée-là. Donc, on a l'idée de garder des traces de tout ce qui a mené à cette phrase-là. Et pour moi, c'est sûr que le silence est aussi dans l'essai. Donc, je pense que c'est une question de pratique. Ça dépend d'où on parle ou d'où on part. Je vais lire des petits extraits aussi. Réapprendre à lire, réapprendre les objets de sa langue, déplacer le lieu commun par le jeu du clown. Ce parapluie n'est pas une carabine, mais un cure-dent. Par la fenêtre, la brique, la tôle, les arbres, les enseignes,
je voudrais toucher ce que je vois. Quand le vent est passé, je reste dehors à chercher par où je pourrais m'approcher. Qui je devrais aimer? On compose, on sculpte, on bâtit, on espère. Parfois, il y a de la joie. Un tout petit morceau de ciel me demande des heures. Des heures à rester assise sous le plafond. Sous le plafond, par ce temps menaçant. À rester là, sans bouger, sous le plafond. Dans ce temps qui est le nôtre. Pour avancer encore, je tolère. Quand dehors on déneige, quand on entend des bruits de gravier sur l'asphalte, je tolère l'inachèvement des paroles, des regards. Chacun des demi-gestes, demi-baisers, à demi-voix, et les bruits de tuyaux dans mon ventre. Je cherche à fuir au plus vite sous les projecteurs, là où me présenter à vous, et je reste tranquille derrière ces formes qui vous parlent beaucoup mieux que moi. Bon, le Oui. silence pour moi, est partout derrière. Là. En t'écoutant, si tu n'as pas envie d'en parler, tu n'en parles pas, mais je me souviens que tu as fait un gros travail dans le chant du mime Oui. depuis le manuscrit originel qu'on avait lu. Absolument. Et c'était... Moi, j'ai trouvé ce travail absolument incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler? Ou... Oui, avec plaisir. En fait, dans le cadre de mon mémoire, j'avais commencé à réfléchir à ces questions de poésie et de mime. Là. C'était très important pour moi. Mais dans la version finale de l'essai du mémoire, c'était deux chapitres, en fait, qui parlaient de mime, qui abordaient un peu le mime. Le reste, se nourrissait de toutes sortes de pensées autour de la création littéraire. Et allait dans plusieurs directions. Et quand est venu le temps de publier, le manuscrit avait été accepté avec un certain retravail, mais moi, j'ai eu envie de retravailler plus parce que j'ai eu envie d'un livre qui serait vraiment sur mime et poésie. Et je me disais, je vais en faire un livre là-dessus. Donc, je voulais vraiment ne pas l'abandonner en chemin. C'est un bon exemple d'accident aussi qui tout à coup, la publication amène, déplace l'intention, disons. Et le gros travail, parce que vous étiez, toi et Patrick, vous étiez... J'entendais tout le travail de discussion et de dialogue autour de ça, qui était fascinant. Oui, et c'est le temps aussi. Oui, Certainement, il y a eu 5 ans entre C'est vrai. le mémoire et la parution des Chants du mime. Et ça s'est écrit très vite, par contre, cette version-là. C'est peut-être 6 mois, même pas. Donc, le gros s'est fait en 3-4 mois, je pense. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de temps de macération, d'évaporation, de digestion. Ouais. Mais je retiens complètement l'idée du dialogue qu'il y a dans l'essai, même dans l'écriture même, puis dans cet accompagnement-là aussi éditorial. Mais, si vous me permettez, ce que Gabriel vient de lire nous rappelle à quel point la frontière entre l'essai et la poésie est ténue. Parce que l'essai très beau que Gabriel vient de lire a une teneur poétique indéniable. J'aime beaucoup la métaphore des gravelles là, ou des tuyaux du ventre et tout. Ça, on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais... il y a des poèmes qui sont essayistiques aussi. J'ai parlé beaucoup de Jacotet dans mon essai ou de Francis Ponge. On ne sait plus trop des fois si on est dans un essai sur le galet ou sur un poème. Et parfois, la poésie également se fait essayistique. C'est pas juste l'essai qui se fait poétique. Je pense que toute une tradition moderne, en France notamment, peut-être un peu moins au Québec, mais où la poésie se fait critique, se fait métadiscours, se fait réflexion sur la poésie. Et là, ça se transforme un petit peu. Donc, oui, je pense à Yves Bonnefoy. Yves Bonnefoy, notamment, c'est ça, des poèmes de Jacques Brault aussi. D'ailleurs, il n'y a plus de chemin que Gabriel a cité. C'est à la base quand même un recueil de poèmes, mais on peut le considérer à la limite comme un essai. Donc, oui, absolument. Et je pense que le Norrois a fait ça aussi dans les dernières années, de déconstruire un petit peu les catégories là, qui sont parfois rigides et qui ne correspondent pas toujours à notre horizon d'attente. Mais je pense que c'est une chose... Déplacer un petit peu la réception de l'affaire. Exactement. Ce qui fait en sorte, malheureusement, qu'il y a des essais qui tombent dans les limbes parce qu'on ne sait pas trop comment en parler. Non, c'est vrai, ça. Et on ne sait pas trop là, à qui l'envoyer dans les médias. Dans quel rayon en librairie sommes-nous exactement. Devant un récit, un essai, de la poésie? Mais je pense que c'est là toute la richesse de cette pratique essayistique,
d'oser l'hybridité, d'oser de travailler les formes autrement. Puis je pense que je citais en ouverture là, Paul Sonnel-Malenfant avec son essai d'un genre l'autre. Il parle complètement de ça, cette porosité, ces possibilités de voyager entre les formes dans l'essai. Je pense que c'est là toute la richesse de ce genre-là. Et même dans la poésie anglo-saxonne, notamment dans la poésie américaine, par exemple, la question de la narration est toujours fondamentale. Laura Kaczynski, par exemple, raconte, c'est comme des mini-nouvelles. C'est-à-dire que la question des genres est à la fois pédagogique et historique. Il faut comprendre quelque chose de l'histoire, ça, je comprends ça. Mais dans la pratique même, je disais souvent quand je travaillais, et je continue quand même à réfléchir et à discuter avec des auteurs, des autrices, mais si on travaille avec la représentation, par exemple, de la poésie, ça va être dur d'écrire un poème. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr cette représentation-là qu'on se fabrique à partir de nos lectures, mais dans la pragmatique même de l'acte, c'est pas si évident. Et je dirais la même chose pour l'essai, c'est-à-dire donc l'essai et la poésie peuvent totalement se confondre. L'essai et la poésie et une histoire peuvent se confondre. Michel Beaulieu, par exemple, raconte des traversées de la ville, raconte dans Trivialité toute une série d'histoires en même temps qu'il se situe dans un quotidien X à ce moment-là. Et donc, c'est pour eux, tout ça. Les genres communiquent entre eux. C'est clair. Mais c'est clair. Non, mais j'aurais envie de finir là-dessus, dans le sens où j'ai l'impression que là, on entre dans qu'est-ce qu'un essai, qu'est-ce que la poésie. Ce dialogue-là, je crois qu'il est complètement vivant dans le catalogue du Norrois. Et je vous invite à découvrir les essais de nos invités. Un poème au milieu du bruit d'Antoine Boisclair, Les chants du mime de Gabriel Jasson-Dulude et Le plus qu'incertain de Paul Bélanger. Je vous remercie vraiment de votre présence aujourd'hui, de vous être prêté au jeu, de discuter de l'essai. La collection Chemin de traverse est toujours bien vivante. Elle poursuit sans mauvais jeu de mots, elle poursuit son chemin. J'espère bien. Avec un tout nouveau titre qui va paraître d'Andréane Frenette-Vallière, Tu choisiras les montagnes, que je vous invite également à découvrir. Donc, merci encore à vous trois. Merci, Mélissa. Merci, Mélissa. Merci beaucoup. La réalisation de Le Norrois le souffle toujours a bénéficié du concours financier des organismes suivants: le département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal, les éditions du Norrois, le Fonds de recherche Société et culture du Québec, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Mais surtout, la création d'une série balado est impossible sans le concours de nombreuses personnes que nous tenons à remercier ici. Merci donc à l'équipe de La Puce à l'oreille, et plus particulièrement à Albéric Filleul pour son travail de maître dans la production et la réalisation des épisodes, ainsi qu'à Ivan Uruena qui nous a accueillis avec générosité au studio Bakery. Merci à Mélissa Labonté et Charlotte Franqueur, les co-directrices littéraires du Norrois, sans qui ce projet n'aurait pas eu le même sens. Enfin, merci à Charlotte Moffett, agente de coordination au CRILC, de même qu'à Lise Bisoni, qui est coordonnatrice du Centre, pour son enthousiasme et son soutien constant dans la préparation de cette série. Vous trouverez tous les épisodes de Le Norrois le souffle toujours sous l'onglet Médiathèque du site du CRILC, soit crilcq.org, de même que sur le site des éditions du Norrois, lenorrois.com.